Fin des examens. Ma plus riche fan voulait qu'on se voie en vrai. Je m'attendais à une histoire d'amour toute mignonne. Mais le lieu du rendez-vous était un immeuble abandonné. Le cadeau de bienvenue, une paire de menottes. Et dire que c'était la reine de glace de mon lycée. Le TGV filait à toute allure. Mon cœur battait plus vite que le TGV. Sur l'écran de mon téléphone, l'historique de ma conversation avec Yannian Buchitang. Chitou, tu me plais. On est dans la même province, la province dessus. Tu veux venir me voir? En 19 ans de célibat depuis ma naissance. C'était la première déclaration que je recevais. L'expéditrice était ma fan numéro 1 sur le site où je publiais mes romans, ma plus grande mécène. Une femme richissime. Et à la voix adorable. Mais plus important encore, c'était mon unique âme sœur. Elle comprenait tous les personnages déments et paranoïaques que je créais. Elle pouvait même me suggérer des détails plus subtils que ceux que j'avais imaginés. Et des intrigues encore plus malsaines. Chitou Dada. Je pense qu'ici, le héros pourrait enchaîner l'héroïne par la cheville. Si seulement il était le seul à garder la clé. Comme ça, elle lui appartiendrait pour toujours, pas vrai? Chaque fois que j'entendais cette voix douce et mielleuse dans mes écouteurs, parler d'intrigues aussi glaçantes, je ressentais une terrible dissonance. Et maintenant, j'allais la rencontrer. Je n'ai presque pas hésité. J'ai balayé toute la prudence et les craintes liées aux rencontres en ligne. Et j'ai répondu par un seul mot, d'accord. 300 km de distance. Une distance vite avalée, entre mon excitation et mon appréhension. J'ai même commencé à imaginer à quoi pouvait ressembler cette fille à la voix si douce. Suivant l'adresse que Yannian m'avait donnée, j'ai pris un taxi jusqu'à un endroit appelé La Perspective de Sushi. La scène qui s'offrait à moi a instantanément douché la moitié de mon enthousiasme. Ce n'est pas un café, ni un parc, pas même un salon de thé. C'est un ensemble d'immeubles abandonnés, envahis par les herbes folles. La lueur du crépuscule baigne ces bâtiments de béton gris, d'un éclat orangé inquiétant. Les alentours sont déserts et silencieux. Seul le bruissement du vent dans les hautes herbes se fait entendre. Mon cœur a raté un battement. Un très mauvais pressentiment m'a envahi. Les histoires de rendez-vous en ligne qui se terminent en guet-apens. Les arnaques à l'argent et au sexe ont tourné en boucle dans ma tête. J'ai serré le téléphone dans ma poche, pris une grande inspiration, et j'ai commencé à chercher en vitesse une excuse pour filer. Yannian. J'ai soudain mal au ventre. Je crois que je vais devoir. Je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Une main a soudain surgi de derrière moi, rapide comme l'éclair, et m'a arraché le téléphone de la poche. J'ai sursauté, terrorisé. Je me suis retourné brusquement. Sous le soleil couchant, une fille en robe blanche se tenait là, immobile. Son ombre s'étirait, longue, très longue. Ce visage, je le reconnaîtrais même réduit en cendres. Liu Ruyan. La risée de notre lycée. Cette beauté froide et distante, belle comme un tableau, que tous les garçons du lycée n'osaient qu'admirer de loin, sans jamais oser l'aborder. Liu Ruyan. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle tenait mon téléphone. Ses doigts fins et pâles ont tapoté l'écran. L'écran s'est allumé, affichant ma conversation avec Yannian ne mange pas de sucre. Puis, elle a lentement relevé la tête. Ses yeux, d'habitude si froids et limpides, me fixaient intensément. Le coin de ses lèvres s'est relevé en un sourire que je n'avais jamais vu. Un rictus teinté de malice. Elle a parlé. C'était la voix que j'écoutais dans mes écouteurs depuis un an. Tendre et suave. Comme enrobée de miel. Coucou, Chitou. Et là, boum. Mon univers tout entier. Et avec lui, mon cœur de jeune homme qui commençait à peine à battre venait de s'effondrer. Liu Ruyan, la beauté froide et inaccessible de l'école, était donc celle qui me harcelait tous les jours pour discuter des passages les plus stimulants du roman, ma fan numéro 1. La richissime Yannian ne mange pas de sucre. Putain, le contraste était beaucoup trop grand. Je n'étais pas encore remis de ce choc monumental. Que je l'ai vu, d'un geste lent et délibéré, sortir quelque chose de son petit sac à main, en cuir blanc qu'elle avait toujours sur elle. Une paire de menottes argentées. Leur éclat froid et perçant scintillait sous le soleil couchant. Pour notre première rencontre, je t'offre un petit cadeau. Elle m'a souri. Un sourire si doux et si innocent. Celui d'un enfant. Puis, elle s'est avancée vers moi. J'ai reculé par réflexe. Une peur instinctive me paralysait les jambes. Mais elle a pressé le pas, et a attrapé ma main droite avec une précision redoutable. Le contact glacial du métal. À l'instant où il a frôlé la peau de mon poignet, j'ai entendu un petit clic. L'un des anneaux des menottes s'était verrouillé fermement autour de mon poignet, avant que je puisse avoir la moindre réaction. Avec une aisance déconcertante, elle a passé l'autre anneau à son propre poignet gauche. Elle a soulevé nos mains enchaînées, les agitant légèrement. Un sourire de pure satisfaction éclaira son visage, celui d'un enfant qui vient de recevoir le jouet de ses rêves. Elle a penché la tête sur le côté, sa voix toujours aussi mielleuse, mais son regard brillait d'une lueur d'obsession, qui n'admettait aucune contradiction. Comme ça, tu ne pourras plus t'échapper. J'étais complètement abasourdi. Je regardais les menottes froides à mon poignet,
Puis je relevai les yeux vers Liu Ruiyan et son grand sourire. J'avais l'impression d'être au milieu d'un rêve absurde. D'un cauchemar grotesque. Liu Ruiyan, qu'est-ce que tu es en train de faire? Détache-moi tout de suite. J'essayais de faire en sorte que ma voix paraisse la plus calme possible. Appelle-moi Yan Yan. Me corrigea Théil d'un ton traînant. Puis il a rangé la petite clé, argentée dans sa sacoche, qu'il a tapotée de la main. Désormais, c'est comme ça que tu devras m'appeler. J'ai essayé de me débattre. Mais les menottes étaient bien trop serrées. À chaque torsion de mon poignet, les bords froids du métal s'enfonçaient plus profondément dans ma peau, tirant par la même occasion sur son propre poignet. Il a laissé échapper un sifflement. Ses sourcils délicats se sont légèrement froncés. Et son regard laissait transparaître une pointe d'agacement et de reproche faussement enfantin. Arrête de gigoter, tu me fais mal. Son ton était d'un naturel confondant. Comme si nous étions un couple ensemble depuis des années. Et que moi, je ne faisais qu'un petit caprice sans importance. J'ai renoncé à cette lutte inutile. Et je me suis forcé à retrouver mon calme. Je suis numéro 10. Nom de plume, Chitou. J'ai écrit des millions de mots. Et je suis un théoricien des relations amoureuses. Un maître. Mes protagonistes, face à ce genre de situation, ne se comporteraient pas comme un imbécile qui ne fait que crier. Je dois l'analyser, le comprendre, puis trouver une issue. Yan Yan. Ai-je tenté d'amorcer sur un ton plus doux? Je reconnais que je suis surpris. Et même très heureux que ce soit toi qui sois là. Mais utiliser des menottes comme ça, ce n'est pas un peu trop intense? J'ai essayé de communiquer avec lui en utilisant un jargon de roman, qu'on connaissait bien tous les deux. Et comme je m'y attendais, ça a bien pris. Il a penché la tête et m'a regardé, les yeux brillants. C'est pas excitant, ça? C'est pas ce genre d'intrigue que tu préfères? Tu l'as dit toi-même. Un amour ultime exige des moyens d'expression ultimes. Je suis resté bouche bée. C'était la réplique du héros de mon roman. Mais, c'est de la fiction. C'est pas réel. Ai-je tenté de me justifier? Mais nos sentiments, eux, ils sont vrais, pas vrais? Il m'a regardé avec un air des plus innocents. Dans ses yeux si clairs. Il observait mon choc et ma panique. Tu me plais. Et je te plais aussi, n'est-ce pas? À partir de maintenant, on est en couple. C'est là que j'ai réalisé, avec désespoir, qu'avec un psychopathe à la logique si parfaite, toute discussion rationnelle était complètement inutile. Surtout quand ce psychopathe est le dieu que j'idolâtre en secret depuis 3 ans. Il m'a attrapé par la main, comme s'il tenait un chiot en laisse, et a quitté naturellement cette plage nommée Langouenne. Il a hélé un taxi sur le bord de la route. Une fois dans la voiture, il a posé sa tête sur mon épaule avec le plus grand naturel, puis a fermé les yeux. Le chauffeur, depuis son rétroviseur, nous a jeté un regard lourd de sous-entendu, arborant une expression qui semblait dire « Ah, les jeunes de nos jours, ils savent s'amuser ». Le taxi s'est finalement arrêté devant un complexe résidentiel de luxe à la sécurité renforcée. Me tirant par la main, il a passé une carte magnétique avec aisance pour ouvrir. Nous sommes entrés dans un appartement en duplex au dernier étage, à la décoration raffinée, et d'une propreté impeccable. Bienvenue à la maison. Il s'est retourné et m'a offert un sourire radieux. J'ai balayé du regard cet environnement qui m'était totalement inconnu. Avec une seule pensée en tête, m'enfuir. Mais on est menottés l'un à l'autre. Où que j'aille, il me suit. Comme mon ombre. J'ai prétexté avoir besoin d'aller aux toilettes. Pour essayer d'avoir un moment seul. Afin de réfléchir à un plan. Mais sans la moindre gêne, il m'a suivi dans la salle de bain. Il s'est planté juste à côté de moi. Les bras croisés. En me regardant avec un sourire pour voir si j'allais y arriver. Je suis devenue toute rouge. Pourquoi? Il ne devrait y avoir aucun secret entre amoureux, non? A-t-il rétorqué d'un air innocent. Face aux toilettes. Je sentais ma vessie sur le point d'exploser. Mais impossible de faire sortir la moindre goutte. Finalement, il a laissé échapper un petit rire. Un rire aussi cristallin que le tintement d'une clochette. Il a enfin eu la grande bonté de se retourner. D'accord, d'accord. Je ne te regarde plus. Plus tard, dans la soirée. D'un immense dressing. Il a sorti un pyjama d'homme tout neuf. Et me l'a jeté. Puis il a désigné l'immense et ridicule lit double de la chambre principale. On dort ensemble. Son ton était calme, mais n'admettait aucune objection. Non, absolument pas. Nous sommes un homme et une femme. Et tout ce que tu écris dans tes romans, n'est-ce pas bien plus osé que ça? A-t-il ajouté en clignant des yeux, me demandant ça avec un air faussement naïf. Le héros qui attache l'héroïne au lit, et qui lui bande les yeux avec une cravate. As-tu vraiment imaginé toutes ces scènes de toutes pièces? Ce que j'écris, c'est un roman. C'est de la fiction. Ce n'est pas réel. Mais en croisant son regard, j'ai ravalé toutes mes protestations, les avalant d'un seul coup. J'ai eu le pressentiment que si je résistais encore, il serait vraiment capable de mettre en scène les intrigues de mes romans. Passons à la pratique. Finalement, entre l'humiliation et l'opéra de Pékin, j'ai cédé. Je portais un pyjama qui n'était pas du tout à ma taille. Le corps raide, j'étais allongé tout au bord du lit.
gardant avec lui la plus grande distance que les menottes permettaient. Il n'avait pas l'air de s'en soucier. Il a rapidement trouvé une position confortable. Le son de sa respiration régulière a retenti à mes oreilles. Tandis que moi, les yeux grands ouverts, je fixais ce plafond inconnu. Je n'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain matin, j'ai été réveillé en sursaut par une odeur de nourriture. J'ai ouvert les yeux, et j'ai découvert que, sans savoir quand, j'avais roulé jusqu'au centre du lit. Et Yan Zhang s'était allongé là, une de ses mains écrasée sous mon corps, l'autre soutenant sa tête. Il me regardait avec un vif intérêt, à cause des menottes. Notre position de la nuit dernière, au départ si clairement délimitée, s'était transformée sans que je m'en rende compte en une quasi-étreinte. Dès que j'ai ouvert les yeux, je suis tombé sur son visage, si proche du mien. Ses longs cils ressemblaient à deux petits éventails. La peur m'a presque fait tomber du lit. Je me suis brusquement reculé. Entraîné par mon mouvement, il a bougé lui aussi. Réveillé, a-t-il souri comme un ange pur et innocent. Lève-toi vite, j'ai préparé des sandwichs. Après le petit déjeuner, la première chose qu'il a faite a été de me demander le mot de passe de mon téléphone. Il a levé les yeux vers moi. J'ai hésité un instant. Il ne m'a pas pressé. Il s'est contenté de me regarder en silence. Son regard était limpide, mais il dégageait une pression invisible. J'ai fini par cracher une série de chiffres. Il a déverrouillé le téléphone. Sous mes yeux, il a utilisé mon empreinte digitale pour enregistrer l'accès à son propre pouce. Puis, il a ouvert mon WhatsApp. Tel un censeur intransigeant. Il a commencé à éplucher ma liste de contacts. Chaque fois qu'il voyait une photo de profil féminine, il cliquait dessus pour l'agrandir et l'examiner. Puis, il levait ses yeux froids vers moi et me demandait qui c'était. C'est ma cousine. Et elle, la déléguée de ma classe. On avait réglé la collecte de l'argent de la classe avec elle. Sa photo de profil est un chat. C'est une éditrice pour un site de romans. Après avoir interrogé toutes les femmes, il a semblé perdre patience. Trop fastidieux, a-t-il marmonné. Puis, il a fait quelque chose qui m'a laissé complètement sidéré. Il a commencé à supprimer, à l'exception de ma mère et de quelques-unes de mes tantes, tous mes contacts féminins. Il les a absolument tous effacés, y compris l'éditrice. Mais qu'est-ce que tu fais? Paniqué, j'ai tendu la main pour essayer de lui arracher le téléphone. D'un mouvement agile, il s'est penché en arrière, esquivant ma main. Il a levé le téléphone bien haut. Son sourire avait disparu. Pour la première fois, son expression est devenue glaciale. Elles vont te distraire. Et ça ne me plaît pas. C'est mon éditrice. Je dois continuer à écrire mes romans. Tu n'en auras plus besoin, a-t-il dit d'un ton désinvolte. Je m'occuperai de toi. Ce n'est pas une question d'argent. C'est ma carrière. Ai-je hurlé. Ta carrière, c'est moi. Il m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, en détachant chaque syllabe. Dans ton monde, il ne peut y avoir qu'une seule femme, moi. Compris? J'ai réalisé que ça ne pouvait absolument plus durer. Je ne pouvais pas me laisser faire. Je devais m'enfuir. L'occasion s'est vite présentée. L'après-midi. Il a dit que le frigo était vide et qu'il fallait sortir faire des courses. Il m'a traîné avec lui jusqu'au grand supermarché du coin. Le supermarché est noir de monde. Le brouhaha et cette foule compacte sont une barrière naturelle. C'est l'occasion parfaite. Je ravale ma nervosité. Et je fais semblant de coopérer en poussant le chariot. Je profite du moment où il est planté devant le rayon des yaourts, totalement absorbé par le choix des parfums, pour faire brusquement volte-face, et m'élancer dans la direction opposée de toutes mes forces. La chaîne des menottes est courte. Mon geste soudain le déséquilibre violemment. Les yaourts et le lait qu'il tenait s'écrasent au sol. Dans un grand fracas, Xiao pousse un cri de surprise. Sa voix est chargée d'une incrédulité totale. Je n'en ai rien à faire. L'adrénaline déferle dans mes veines. Je me faufile désespérément à travers la foule. Attrapez-le. C'est un trafiquant d'enfants. Un cri perçant retentit soudain derrière moi. Je me fige, sans avoir le temps de comprendre. Autour de moi, la foule entre instantanément en ébullition. Un trafiquant d'enfants? Vite, attrapez-le. Ne le laissez pas s'enfuir. Plusieurs hommes costauds et de jeunes exaltés se ruent aussitôt sur moi. Je n'ai même pas fait 20 mètres qu'il m'attrape par derrière, m'en serrant la taille de toutes ses forces. Tu voulais t'enfuir? Sa voix résonne à mon oreille. Elle n'a plus rien de doux. Elle est pleine d'une menace à peine voilée. Froide et cassante comme de la glace. Tu voulais me quitter. Lâche-moi. Espèce de malade. Je me débat. Notre lutte attire bientôt l'attention des agents de sécurité du supermarché. Et d'une foule de curieux de plus en plus grande. L'agent de sécurité nous observe d'un air méfiant, fixant surtout les menottes bien visibles à nos poignets. Qu'est-ce que vous fabriquez? Un peu de tenue, vous êtes dans un lieu public. Au moment où j'allais ouvrir la bouche pour appeler à l'aide. Au secours, j'ai été kidnappé. C'est ce que j'allais crier. Mais Yannian m'a soudainement lâché. Son expression glaciale a changé en un instant. Ses yeux ont rougi. Et d'énormes larmes se sont mises à couler.
comme les perles d'un collier qui se casse. Il a levé nos mains menottées, face à l'agent de sécurité, et au papy et mamie qui s'étaient attroupés, et il s'est mis à pleurer. Mon copain veut me quitter. Il ne veut plus de moi. Il dit que je le surveille de trop près, ouin. J'avais tellement peur qu'il s'enfuit que je l'ai menotté pour le retenir. Je ne peux pas vivre sans lui. Il pleurait à chaudes larmes. C'était un spectacle poignant. On aurait dit une pauvre jeune fille innocente. Le cœur brisé par un salaud. Les papys et mamies autour de nous ont immédiatement commencé à m'accabler de reproches. Et, jeune homme, comment peux-tu traiter ta petite amie comme ça? C'est vraiment inacceptable. C'est vrai, ça. Une copine aussi jolie, c'est une perle rare, tu sais. Regarde comme cette pauvre fille a du chagrin. Et vous jouez avec des menottes coquines. Un petit jeu de couple, hein. Les petites disputes, ça arrive. Mais de là à parler de rupture. Allez, présente vite tes excuses à cette demoiselle. J'étais sans voix. J'ai ouvert la bouche. Mais j'ai senti que tous les mots restaient coincés au fond de ma gorge. En regardant cet acteur hors pair. Cette fausse victime qui inversait si bien les rôles. J'ai ressenti pour la première fois une profonde impuissance. Après être rentré du supermarché, Yann n'en a pas dit un mot de tout le trajet. Je m'attendais à ce qu'il pique une crise de colère. Ou qu'il utilise des moyens encore plus extrêmes. Pour me punir de ma trahison. Mais lui, il s'est contenté de ranger silencieusement les courses dans le réfrigérateur. Puis, il est allé dans la cuisine. Peu de temps après, il en est ressorti avec une assiette de fruits coupés. Il le pose sur la table basse, devant moi. Les pommes sont coupées en forme d'adorables petits lapins. À côté, il y a aussi quelques grains de raisin épluchés. Mange, murmure-t-il. Sa voix est neutre. Je le fixe. Je sens une boule d'angoisse monter en moi. Plus il est calme comme ça, plus je me sens inquiète. C'est le calme avant la tempête. Il prend un cure-dent, pique un quartier de pomme lapin et l'approche de mes lèvres. Par réflexe, j'ai un mouvement de recul. Sa main reste suspendue en l'air. Tu ne manges pas ce que je te donne? Sa voix est très basse. Mais un tremblement à peine perceptible la traverse. Je le regarde. Je remarque que ses longs cils frémissent légèrement. Le pourtour de ses yeux est aussi un peu rouge. Ce n'est pas faim. C'est l'expression d'une blessure authentique. Mon cœur s'attendrit inexplicablement. Finalement, comme malgré moi, j'ouvre la bouche. La pomme est sucrée. Mais je n'y trouve aucun goût. C'est comme si je mâchais du carton. En me voyant manger, un léger sourire réapparaît sur son visage. Comme si le nuage sombre d'il y a un instant n'avait jamais existé. Il me donne à manger morceau par morceau, jusqu'à ce que toute l'assiette de fruits soit vide. Pendant tout ce temps, il ne dit pas un mot. Il se contente de me regarder fixement. Son regard a une douceur étrangement inquiétante. Le soir, du tiroir de son bureau, il sort un petit cutter. Il fait lentement sortir la lame argentée, qui jette des reflets glaciaux sous la lumière. Mon cœur bondit dans ma gorge. J'en ai des frissons dans le dos. Il ne va quand même pas. Il saisit ma main gauche. Avec cette lame glacée, il trace de légers dessins sur la peau du dos de ma main. Le contact froid me donne la chair de poule. Je peux même sentir le tranchant acéré de la lame. Je veux graver sur toi une marque qui n'appartiendra qu'à moi. Il s'est approché de mon oreille. Son souffle chaud a frôlé mon pavillon. Mais sa voix était aussi douce que le murmure d'un démon. Comme ça, tu ne m'oublieras jamais. Et tu ne penseras plus jamais à t'enfuir. Ne. Ma voix s'est étranglée de peur. Ne fais pas ça, j'ai peur d'avoir mal. J'ai vraiment peur d'avoir mal. J'avais vraiment peur, cette fois. La folie et l'obsession de cette fille repoussaient sans cesse les limites de ma perception. Ça dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Elle a regardé. Mon expression terrifiée est restée silencieuse un instant, comme si elle réfléchissait sérieusement à ma requête. Juste au moment où je pensais qu'elle allait passer à l'acte, et que je m'apprêtais à fermer les yeux pour endurer cette douleur atroce. Elle a éclaté de rire. Je t'ai bien eu. Regarde comme tu as eu peur. Espèce de froussard. Elle a rangé son cutter. Depuis le pot à crayon d'à côté, elle a sorti un feutre rouge. Elle a dessiné sur le dos de ma main, trait par trait, avec une extrême application, un petit cœur de travers. Et tout biscornu. Pour l'instant, on va se contenter de ça. Elle a soulevé ma main, contemplant son chef-d'œuvre avec satisfaction. Interdiction de l'effacer, tu m'as entendu? En regardant ce cœur rouge enfantin sur le dos de ma main, j'ai poussé un long soupir de soulagement. Chaque jour passé avec elle, c'est comme être dans des montagnes russes. Une seconde, tu es au sommet. La seconde d'après, tu peux chuter dans l'abîme. C'est à la fois excitant et terrifiant. Son affection pour moi a une douceur perverse et un contrôle étouffant. Quand on mange au restaurant, elle me donne à manger sans se soucier des autres. Puis elle essuie méticuleusement la sauce au coin de mes lèvres avec une serviette. Mais son regard, aussi froid qu'un radar, balaie les alentours. Toute femme qui osait me jeter un regard. Le soir, avant de dormir, il serrait mon bras dans les siens, pour me raconter les nouvelles intrigues qu'il imaginait pour mon roman. Par exemple,
Le héros, pour que personne ne puisse voir la beauté de l'héroïne, la cachait dans un sous-sol que lui seul connaissait. Là, il la nourrissait de ses propres mains chaque jour. Il lui brossait ses longs cheveux et lui lisait des histoires. Sa voix était douce et mielleuse. Mais ce qu'il décrivait me glaçait le sang. J'ai commencé à essayer de comprendre sa logique, à interagir avec lui selon les règles de son propre monde. Quel est le cœur de ce genre de personnalité? C'est une possessivité extrême, pathologique, et le profond sentiment d'insécurité qui en découle. Tous leurs comportements les plus fous prennent racine au plus profond d'eux-mêmes. Dans une peur panique de la perte. L'affronter directement ne ferait qu'exacerber son besoin de contrôle. Ce que je devais faire, c'était me soumettre, coopérer, rester dans le cadre qu'il avait défini, et lui donner suffisamment de sécurité pour qu'il se sente apaisé. Alors, j'ai commencé à jouer son jeu volontairement. Quand il me donnait à manger, je ne me dérobais plus. J'ouvrais la bouche docilement. Parfois même, après qu'il ait fini, je le complimentais de ma propre initiative. C'est tellement meilleur quand c'est toi qui me nourris. Quand le cœur qu'il m'avait dessiné sur le dos de la main commençait à s'effacer, je tendais la main vers lui de moi-même. Et je lui disais d'un ton un peu câlin, « Yannian, ma marque exclusive est presque partie. Tu peux me la refaire ?» Quand il discutait avec moi de ses intrigues de roman démente, je ne restais plus silencieuse et réfractaire. Au contraire, je participais à la discussion. J'allais même jusqu'à ajouter des éléments plus stimulants. Des rebondissements qui pouvaient satisfaire son besoin de contrôle. Je pense que le héros ne devrait pas seulement enfermer l'héroïne. Il devrait aussi lui dire 100 fois par jour « je t'aime ». Pour qu'il comprenne, corps et âme, qu'il est mon seul et unique trésor. Personne ne pourra jamais me l'enlever. Chaque fois que je prononce ces mots, les yeux de Yannian s'illuminent et s'arrondissent de surprise, comme deux étoiles qui s'embrasent. Il me serre alors fort dans ses bras, et, en guise de récompense, m'embrasse avec force sur la joue. « Xiao, tu es vraiment le meilleur. C'est toi qui me comprends le mieux. » Notre relation a trouvé un équilibre subtil et étrange. J'ai cessé de penser à m'enfuir, parce que je sais que tant que nous serons liés l'un à l'autre, je ne pourrai jamais m'échapper. Toute tentative de fuite ne ferait qu'entraîner une surveillance plus stricte, des mesures encore plus extrêmes. Dans mon téléphone, il est le seul et unique contact. Dans ma vie, il est la seule et unique présence. Mon monde semblait ne plus contenir que lui. C'est un sentiment très dangereux, comme la grenouille dans une eau qui chauffe doucement. Mais je ne peux m'empêcher de m'y abandonner. J'ai commencé à l'observer plus attentivement. Il adore toutes sortes de sucreries. Mais il répète toujours, « Moi, Yannian, je ne mange pas de sucre. » C'est peut-être le reflet de ses propres contradictions. Il a l'air si puissant. Il contrôle absolument tout dans ma vie. Mais quand il dort, il s'agrippe inconsciemment au coin de mes vêtements, le front légèrement plissé, comme un enfant qui a peur d'être abandonné. Parfois, il ouvre les yeux en cachette après que je me suis endormi. Et avec ses doigts, dans le vide, il retrace encore et encore la ligne de mes sourcils et de mes yeux. Son regard est d'une tendresse à en déborder. Je me suis rendu compte que, je n'avais plus aussi peur de lui. Cette vie de captivité a duré plus d'un demi-mois. Et le conflit a éclaté un après-midi tout à fait ordinaire. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de ma mère. C'était l'un des rares contacts sûrs, enregistrés dans mon téléphone. Yannian a mis le haut-parleur juste à côté. Au téléphone, maman m'a demandé d'une voix tendre. « Les examens d'entrée sont finis, tu t'amuses bien. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Maman t'a préparé ton plat préféré, le porc braisé en chao. » Je lui ai répondu vaguement que j'allais passer quelques jours chez un ami, et que je rentrerai bientôt. Après avoir raccroché, Yannian a pris la parole d'une voix sombre. Sa voix était très basse. « Tu veux rentrer à la maison, c'est ça? » J'ai hoché la tête. « Tu ne veux plus être avec moi. » Sa voix était empreinte d'une pointe de nervosité. « Yannian, on ne peut pas continuer comme ça. » Je l'ai regardé, rassemblant tout le courage que j'avais accumulé depuis plus de 2 semaines. Tout mon courage. Et j'ai exprimé le fond de ma pensée, mot pour mot. Ce n'est pas une relation normale. En quoi ce n'est pas normal? Il a froncé les sourcils, son regard rempli d'incompréhension. Je m'occupe de toi. On est ensemble tous les jours. Les amoureux ne sont-ils pas censés être ensemble à chaque instant? Mais on n'a même pas le moindre espace personnel. L'émotion montait en moi. Et ma voix s'est élevée sans que je m'en rende compte. Tu as supprimé mes contacts WhatsApp. Tu m'empêches de contacter le monde extérieur. Tu me suis même quand je vais aux toilettes. Ça, ce n'est pas de l'amour. C'est de la séquestration. Les personnages que j'écris sont fictifs. Mais moi, je suis une personne bien réelle. J'ai besoin de liberté. C'était la première fois que je me rebellais contre lui. De manière aussi virulente. L'atmosphère s'est figée en un instant. Il est resté là, à me fixer. Les lèvres légèrement tremblantes. Ses beaux yeux étaient remplis de choc et de peine. Il était incapable de prononcer le moindre mot. Je pensais qu'il allait, comme les autres fois, utiliser des moyens plus brutaux pour me faire céder, ou m'étouffer par son silence glacial. Mais cette fois, il n'en fut rien. De grosses larmes
se sont mises à couler de ses beaux yeux, sans crier gare. Elles roulaient sur ses joues. Une, puis deux, s'écrasant sur nos mains unies, brûlantes. Il pleurait. Il pleurait comme un enfant abandonné par le monde entier. Vulnérable, désemparé et meurtri. Toute ma colère, à l'instant même où ses larmes sont tombées, a été comme douchée par un seau d'eau glacée. Elle s'est éteinte en une seconde. Tu dois aussi me trouver bizarre et effrayant, n'est-ce pas? A-t-il sangloté. La voix rauque et terriblement nasillarde. En voyant ses yeux rougis, j'ai senti mon cœur se serrer violemment. Une douleur sourde m'a envahi. C'était la première fois, devant moi, qu'il montrait une facette aussi fragile. Je te remarque depuis la seconde. Il a baissé la tête. Sa voix était à peine audible. Comme s'il confiait un secret enfoui depuis très, très longtemps. À l'époque, tu étais assis 2 rangs devant moi, près de la fenêtre. Tu étais toujours très attentif en cours. Mais tu avais l'air d'être toujours seul. Tu ne parlais pas beaucoup avec les autres. Et pendant les pauses, tu restais juste assis tranquillement à ta place à faire des exercices. Et puis, un jour, j'ai découvert ton nom de plume par hasard. J'ai passé une nuit blanche à lire tous les romans que tu avais écrits. Je n'arrivais pas à croire que la personne si calme et posée du jour, qui semblait même un peu solitaire, pouvait écrire des histoires aussi passionnées, aussi obsessionnelles la nuit. Le héros de tes romans était prêt à affronter le monde entier pour la personne qu'il aimait. Cet amour pur, jusqu'au boutiste, qui ne recule devant rien. Ça me fascinait. J'ai été profondément attiré par cet énorme contraste en toi. J'ai senti que tu étais comme moi. Nous utilisons tous les deux une carapace de froideur pour cacher un cœur qui aspire à des émotions extrêmes. Elle a relevé la tête. Ses yeux écarlates me fixaient droit dans les yeux. En eux, il y avait une peur et une angoisse qui frôlaient le désespoir. Les examens d'entrée à l'université sont terminés. On va partir étudier dans des villes différentes. Tu es si brillant. Il y aura sûrement plein de filles qui s'intéresseront à toi. J'ai peur. J'ai peur que tu rencontres quelqu'un d'autre. Peur que tu m'oublies. Cet Yannian que tu n'as connu que sur Internet. J'ai peur que tu me quittes. Je ne savais pas quoi faire. La seule chose à laquelle j'ai pu penser, le seul moyen de te garder près de moi, c'était ça. Elle a levé nos mains enchaînées. Sous la lumière, les menottes argentées paraissaient d'une froideur particulièrement éblouissante. C'était sans doute la méthode la plus maladroite, mais aussi la plus radicale que j'ai pu trouver. À cet instant, mon cœur a été foudroyé. La dernière once de peur et de résistance en moi, à ce moment précis, a été balayée par une vague de tendresse déferlante, et complètement remplacée par un sentiment entièrement nouveau. J'ai enfin compris. J'étais amoureux de cette fille depuis bien longtemps. Qu'il s'agisse de Yannian, la seule qui me comprenait en ligne, ou de celle qui était là, devant moi, ayant fait tomber tous ses masques. Cette Liu Ruyan, d'une fragilité à fendre le cœur. C'était elle. C'était la personne que j'aimais, avec la main gauche qui m'était encore libre. Je l'ai levée, un peu gauchement, pour essuyer délicatement les larmes sur son visage. Ma voix était plus douce et plus ferme que jamais. Imbécile, tu n'as pas besoin de ça. J'ai marqué une pause. La regardant droit dans les yeux, j'ai dit avec le plus grand sérieux, tant que tu me le demanderas. Je ne partirai pas. Elle m'a regardé, abasourdie, ses jolis yeux en amande, encore brillants de larmes. C'était comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Je me suis penché vers elle, sans la moindre hésitation. J'ai délicatement posé mes lèvres sur les siennes. Ses lèvres sont si douces, avec un léger goût salé de larmes, et le parfum subtil de gardénia de sa peau. Au début, il était un peu raide, son corps tout tendu, mais il s'est vite détendu, et a commencé à me répondre, timidement. Ce baiser est devenu la véritable clé de notre relation. Il n'a pas seulement déverrouillé des menottes, mais l'épaisse muraille de peur et de faux semblants qui nous séparaient. Quand notre long baiser a pris fin, il s'est blotti dans mes bras, les joues écarlates, le souffle court, tel un petit bateau ayant enfin trouvé son port. Je pouvais sentir clairement à quel point il se sentait en sécurité, comme jamais auparavant. De son petit sac blanc, il a sorti cette toute petite clé qu'il gardait précieusement depuis plus d'un demi-mois. Il me l'a tendue et je l'ai prise. Je l'ai insérée dans la serrure et l'ai tournée doucement. Clic. Les liens physiques étaient rompus. J'ai massé mon poignet, marqué d'une profonde trace rouge. Puis je l'ai serré fort dans mes bras. Le lien de nos âmes, lui, ne faisait que commencer. Il a enfoui son visage contre ma poitrine. Sa voix étouffée, empreinte de timidité et d'incertitude. On pourra encore s'en servir, plus tard. J'ai baissé les yeux vers cette petite coquine dans mes bras. Avec ses idées si dangereuses. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. J'ai pris sa main. J'ai croisé nos doigts. On n'en aura plus besoin désormais. Je l'ai regardé dans les yeux. Et j'ai promis, solennellement, mot pour mot. Parce que je ne m'enfuirai plus jamais. Une fois les menottes retirées, nous sommes devenus un vrai couple. La possessivité de Yannian n'a pas disparu pour autant. Elle a juste pris une forme plus douce. Une manière qui me comblait bien plus. Mon fond d'écran de téléphone devait être un de ces selfies.
Et je devais en changer tous les jours. Sur tous mes réseaux sociaux. Je devais activer le mode en couple avec lui. Et l'épingler bien en évidence. Dans ma garde-robe. Il y avait de plus en plus de tenues de couple qu'il avait achetées. Des t-shirts, des sweats, et même des doudounes pour l'hiver. Il y avait absolument de tout. Et j'adorais ça. Il arrivait aussi que lorsque j'écrivais, il s'installe tranquillement à côté de moi pour lire. Il me préparait une collation et des fruits. Il n'avait plus recours à des moyens extrêmes pour s'assurer de mon amour. Il avait appris à exprimer son anxiété par des câlins et des baisers. Chaque fois que je rentrais tard, ce n'était plus un interrogatoire glacial qui m'accueillait, mais un câlin où il avait l'air tout penaud, accompagné d'un « tu m'as tellement manqué ». Le héros de mon nouveau roman avait lui aussi discrètement changé. Ce n'était plus le protagoniste masculin paranoïaque et fou, mais une héroïne extrêmement possessive et pourtant profondément amoureuse, qui faisait parfois des crises de jalousie. Une adorable peste à la fois possessive et attachante. L'inspiration derrière ce personnage était évidente. Yan Yan est devenu mon tout premier lecteur, et mon conseiller personnel pour l'intrigue. Chaque fois que j'écrivais une scène particulièrement tendre, il se penchait vers moi pour m'offrir un baiser en guise de récompense. C'était ma plus grande source d'inspiration. Cette récompense était bien plus efficace que le soutien du plus grand mécène du site. C'est ce que je lui disais souvent pour le taquiner. Alors il rougissait et me donnait une petite tape sur le bras. Mais ses yeux pétillaient d'un bonheur impossible à cacher. À la fin des vacances d'été, nous avons consulté les résultats de nos examens. Par chance, nous avons été admis dans des universités de la même ville. Certes, ce n'étaient pas les mêmes établissements, mais ils n'étaient qu'à une demi-heure de métro l'un de l'autre. Le jour de la rentrée, je l'ai accompagné à son université pour l'inscription. Lui, l'ancienne coqueluche du lycée, si froid, distant et inaccessible. Maintenant, c'est un vrai koala peau de colle. Où que j'aille, elle me tient fermement la main. Quand ses colocataires m'ont vu, elles ont toutes affiché une expression à la fois surprise et curieuse. Ruyant, c'est ton copain? Il est trop beau. Tu l'as bien caché. Oh mon Dieu, qui aurait cru que notre reine des glaces serait aussi adorable en amour? Regarde comme ils se tiennent la main, ils ne se lâchent pas une seconde. Ruyant, un peu gêné, baissa la tête. Mais en me tenant la main, elle la serra instinctivement encore plus fort. Et moi, de mon côté, je suis passé de ce garçon, invisible au milieu de la foule, à une véritable légende dans son université. Celui qui a réussi à dompter la déesse de glace. Il y a souvent des garçons qui viennent me demander conseil. Le secret pour séduire une déesse. Je me contente de sourire sans rien dire. Ils ne sauront jamais que ce n'est pas moi qui l'ai dompté. C'est moi qui, de mon plein gré, me suis laissé capturer par elle. Un week-end de ma première année d'université, c'était mon 20e anniversaire. Ruyant ne m'a pas emmené dans un grand restaurant. Et ne m'a pas offert de cadeaux coûteux. Elle m'a emmené dans une bijouterie du centre-ville. Elle m'a tiré par la main. Et s'est arrêtée devant le comptoir des alliances. Et si on s'achetait de nouvelles menottes? Elle a levé la tête pour me regarder. Ses yeux brillaient, comme s'ils contenaient toutes les étoiles de la galaxie. Nous avons choisi une paire. Les anneaux en platine les plus simples. Elle me l'a passé au doigt elle-même. Et j'ai fait de même pour elle. La taille de l'anneau était parfaite. Comme un doux carcan. Il a enserré mon annulaire. Et avec lui, tout le reste de ma vie. Ce soir-là, j'ai mis à jour mon roman. À la toute fin du dernier chapitre. J'ai tapé cette phrase, il a finalement découvert que ce qu'elle lui avait donné n'était pas une chaîne, mais quelque chose d'unique au monde. Une décoration exclusive nommée amour. J'écris le dernier mot. Je lâche la souris. Je m'étire longuement. Le soleil dehors est radieux. La brise est douce et légère. Une paire de bras doux m'enlace la taille par derrière. Dian Dian pose son menton sur mon épaule et regarde les mots sur l'écran de l'ordinateur. Il demande tout bas, tu as fini d'écrire? MMH, j'ai fini. Je me retourne et le serre dans mes bras. Je baisse la tête et l'embrasse sur les lèvres. Le soleil filtre par la fenêtre et nous inonde de sa lumière, éclairant au passage la paire d'alliances sobres que nous portons à l'annulaire. Un lien bien plus solide que n'importe quelle menotte. Un engagement à vie, accepté de tout cœur.